Bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes aujourd'hui en Martinique et en Martinique, une des raisons très fortes de la colère des gens, c'est la question de la vie chère. On dit souvent un chiffre, plus 38% des prix en plus ici alors qu'il y a un taux de pauvreté 2 fois plus élevé, un taux de chômage 2 fois plus élevé par rapport à l'Hexagone. Donc ce chiffre de plus 38%, nous avons été alertés notamment par des Martiniquais et des Martiniquaises qui ont montré que ce chiffre de 38% était largement sous-estimé. Donc nous allons le vérifier en faisant des courses aujourd'hui à Carrefour, qui par ailleurs s'est bien gavé pendant la crise, pour vérifier quelle est la différence des prix entre ici en Martinique et là-bas en Hexagone. Les produits les moins chers de Martinique. Donc en plus, on n'aura pas exagéré dans notre... Bon, vous savez, ici, on est sur un territoire qui est empoisonné au chlordécone, un insecticide qui a été utilisé jusqu'en 1993 et qui empoisonne les eaux, les terres et les êtres pour 600 à 700 ans. Donc beaucoup boivent de l'eau en bouteille, d'autant plus qu'il y a des coupures d'eau à plein de moments dues à l'état des réseaux. Ici, j'ai choisi un pack d'eau Vittel. Donc Vittel, c'est Nestlé qui, à Vittel, donc dans l'est de la France, assèche tout un territoire. Regardez ici combien ça vaut, 6 bouteilles, 8,29 €. En Hexagone, ça vaut 2,46 €. Vous imaginez? Voilà, ça s'appelle la vie chère. Bonjour à vous toutes et à vous tous qui nous regardez. Bonjour à toi Mathilde. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans des conditions abracadabrantesques parce qu'en fait, tu n'as quasiment pas dormi, si je comprends bien. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Que justement, il y a eu une sorte de happening à l'Assemblée nationale qui vous a retenu alors que ce n'était pas prévu et on va en parler. Alors, je rappelle que Mathilde Panot est députée de la Nation, présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise. Nous l'avons invitée d'abord parce que nous voulons évoquer donc l'actualité en Guadeloupe et en Martinique où la situation demeure délétère, même si les médias hexagonaux en parle beaucoup moins, mais aussi pour faire un tour d'horizon sur la bataille du pass sanitaire qui se poursuit et sur d'autres sujets, comme la dernière niche parlementaire de la France Insoumise pour cette législature. Alors, si tu le veux bien, Mathilde, commençons par la Guadeloupe et la Martinique. Tu y étais en fin d'année et tu continues à suivre la situation là-bas, une situation qui ne s'est pas encore stabilisée, loin de là, mais dont on entend moins parler que lors de la montée de tension de la fin d'année 2021. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur ces deux territoires ? Alors déjà, merci en fait de parler de ce qui se passe en Guadeloupe et en Martinique parce que comme tu viens de le dire à l'instant, dans les médias hexagonaux, c'est comme si toute cette partie de notre pays n'existait pas et comme si finalement nos concitoyens ultramarins ne comptaient pas. Et moi, je trouve ça assez révoltant. Donc déjà, merci aux médias d'en parler. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a une situation de tension extrêmement forte qui est d'abord le fait du gouvernement, qui lui-même a créé un chaos sanitaire, puisque vous avez eu des grosses manifestations en Guadeloupe et en Martinique, qui sont en fait beaucoup de facteurs sur lesquels s'est rajouté le Covid, et notamment la suspension des soignants et des pompiers. Mais il faut comprendre que c'est la goutte en trop, parce que se rajoute la vie chère dont je parlais juste avant, des taux de chômage qui atteignent jusqu'à 65% chez les moins de 25 ans, donc qui sont des taux de chômage hallucinants, des taux de pauvreté qui sont doubles par rapport à l'Hexagone. Vous avez évidemment la pollution au chlordécone dont je parlais, donc qui est un insecticide qui a été utilisé sur les bananeraies jusqu'à 1993 et qui fait que les Antilles ont le plus fort taux de cancer de la prostate au monde aujourd'hui. Vous avez le problème de l'eau, parce que le droit à l'eau n'est pas respecté
particulièrement en Guadeloupe, et on en avait parlé d'ailleurs ici. Donc le premier des gestes barrières, se laver les mains, n'est pas possible en Guadeloupe, mais vous avez aussi des enfants qui ratent jusqu'à... les mains avec de l'eau Vittel. Voilà, c'est ça, mais qui coûte extrêmement cher, comme vous l'avez vu. Non, et puis avec des enfants qui ratent jusqu'à 1 mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Et moi, je le dis, et Jean-Luc Mélenchon, c'est pour ça qu'il a fait une alerte solennelle sur cette question. Oui, nous avons une politique coloniale qui est en train de se passer sur la question de la Guadeloupe et de la Martinique. Et moi, je trouve ça vraiment révoltant qu'on ne comprenne pas que si cette situation, par exemple, de l'eau, était arrivée dans n'importe quel département de l'Hexagone, il n'aurait pas perduré plus de 1, 2 ou 3 semaines. Or là, ça fait des années. Se rajoute dessus la suspension des soignants et des pompiers, avec des populations qui sont très peu vaccinées, pour plein de raisons qu'on pourra développer si tu le souhaites. Mais en Martinique, on se retrouve avec un taux de vaccination de la population de 40%, et en Guadeloupe, à peu près la même chose, avec des systèmes de santé qui sont déjà à bout de souffle, et donc on leur demande de se passer de 15% des soignants en Guadeloupe et de 50-45% des soignants en Martinique. Comment voulez-vous que ce soit possible? Donc on est d'ores et déjà dans une mise en situation, en mise en danger de la population. Et que répond le gouvernement? Comme d'habitude, la répression, le GIGN et le RAID en Guadeloupe, donc des forces antiterroristes, anti-grand banditisme. Ils ont arrêté le principal leader syndical, Elie Domota, avec, où on le voit, qui est très respecté, où on le voit avec un t-shirt en sang en train d'être arrêté par les gendarmes qui ont été envoyés en renfort, ce qui est une provocation incroyable. Vous avez des associatifs comme dans le collectif Moon Guadeloupe, Yanis Chipotel, qui a été dans les manifestations récentes, alors qu'ils ont décidé, nouvelle provocation, d'enlever le piquet de grève qui était là depuis des mois, des soignants à côté de l'hôpital, qui a reçu en pleine tête un flashball dont il a eu ensuite 10 points de suture derrière. Donc vous avez une répression très violente. En Martinique, vous avez directement les soignants qui ont été gazés dans l'hôpital alors qu'ils manifestaient pacifiquement. Donc ils se sont réfugiés dans l'hôpital, gazés dans l'hôpital avec leurs patients. Donc en fait, ce sont eux qui créent une situation où finalement ils ont décidé d'aller jusqu'au bout du chaos sanitaire et où ils placent les gens dans une impasse qui est impossible. Alors, ce qui est terrible, c'est quand même que je pense que nous, les journalistes, l'Hexagone, on a une certaine responsabilité là-dedans, parce que effectivement, si vous gazez des soignants dans un hôpital à Clermont-Ferrand ou, je sais pas, à Aulnay-sous-Bois, en fait, BFM, les grands médias d'info braquent les regards dessus et quelque part, en fait, protègent la population, ce qui n'est pas le cas dans ces territoires-là. Alors, donc, il y a la question de la vie chère aussi, qui est une question prégnante, qui accroît encore une pauvreté qui est déjà grande. Donc tu es allé là-bas, tu as pris ton chariot, tu es allé au supermarché. Pourquoi la vie est chère en Guadeloupe et en Martinique, et est-ce que ça a quelque chose à voir avec la souveraineté alimentaire de ces territoires qui sont quand même loin de l'Hexagone, parce que Jean-Luc Mélenchon a profité justement de sa présence là-bas pour évoquer la question de la souveraineté alimentaire, mais de la souveraineté alimentaire de tous nos territoires et pas seulement des territoires ultramarins. Qu'est-ce que les gens mangent là-bas et pourquoi finalement ils n'arrivent pas à manger moins cher? Alors, c'est une excellente question. D'abord, pour revenir juste sur la question de si on gazait des soignants à Clermont-Ferrand, peut-être parce que les territoires antillais sont loin de l'Hexagone, ou peut-être parce que, justement, au contraire, les Antilles sont loin de l'Hexagone, ou que l'Hexagone est loin des Antilles. Peut-être que ça, on peut aussi le mettre dans l'autre sens. Effectivement, il y a une nécessité impérieuse de parler de ce qui se passe pour nos concitoyens là-bas. Alors pourquoi la vie est chère? Vous avez plein de raisons. Bon, la première des raisons, c'est comme d'habitude qu'on retrouve, c'est qu'il y en a qui se gavent et que vous avez des monopoles, notamment dans les plateformes qui sont mises en place, avec des supermarchés, des marges qui sont faites au niveau des plateformes justement pour approvisionner, parce que le transport ne leur coûte pas, des prix où vous vous retrouvez parfois avec plus 80, plus 400% parfois d'augmentation par rapport à de prix plus élevés que ce qu'il y a par rapport à l'Hexagone. Donc la première chose, c'est qu'il y en a qui se gavent dedans. Et d'ailleurs,
une des choses qui avait été obtenue avec le mouvement de 2009 contre la profitation, c'était d'avoir un observatoire des prix, des marges et des revenus et un bouclier qualité-prix, c'est-à-dire une sorte d'administration des prix, alors qu'il faut perfectionner sur plein de choses, mais qui sont les outils politiques qui permettraient de faire en sorte déjà qu'on arrête que certains et certaines se gavent sur le dos des Guadeloupéens et des Martiniquais. En fait, c'est pas que ça n'a pas marché. Ça marche, par exemple, à La Réunion, ça marche très bien. Enfin, très bien, c'est encore perfectible. Mais par exemple, une des choses qu'avaient demandé à La Réunion les Gilets jaunes, c'était d'augmenter le nombre de produits essentiels qui étaient dans le bouclier prix, donc dans les prix qui étaient administrés, et notamment le carburant. Pourquoi est-ce que ça fonctionne moins bien aux Antilles, en tout cas de ce qu'on m'a raconté ? Parce que l'Observatoire n'a pas les moyens de faire le travail correctement, notamment sur les marges, et parce que finalement, bon, les outils sont bons, ils ont été obtenus par la lutte citoyenne, mais on se retrouve sans volonté politique pour vraiment faire en sorte que les prix baissent et qu'ils soient ensuite bloqués, ce que nous demandons. Première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'effectivement, il y a une dépendance extrêmement forte à l'extérieur. Il y a 80% des produits qui sont mangés aux Antilles qui viennent de l'importation. Mais je vous ferai remarquer, et c'est ce que Jean-Luc Mélenchon disait lorsqu'il était aux Antilles, que l'Hexagone est exactement dans la même situation et que, du coup, nous devons apprendre partout à être en autonomie alimentaire. Il y a une difficulté particulière aux Antilles qui est liée au scandale d'État du chlordécone, qui empoisonne les terres, les eaux et les êtres pour 600 à 700 ans. La cartographie, qui doit juste déterminer où sont les terres contaminées, sachant que quasiment toutes les masses d'eau sont contaminées au chlordécone. La cartographie n'est toujours pas terminée. C'est inacceptable. Et donc, je ne parle même pas du travail de dépollution des terres, puisqu'on n'est même pas en fin de cartographie. Donc, vous imaginez que le travail de dépollution n'est pas du tout non plus à la hauteur de ce qui devrait être fait. Donc ça, c'est une des difficultés. Mais il n'empêche qu'il y a des choses qui peuvent être produites localement. On peut penser à des... Bon, en fait, parce que selon ce que vous cultivez, ça prend ou non le chlordécone. Donc, nous pouvons travailler à l'autonomie alimentaire. Et on avait regardé, par exemple, dans un rapport sur la Martinique, qui montrait que sur la Martinique, pour arriver à l'autonomie alimentaire, il fallait prendre 2,2% des terres agricoles. Bon, c'est faisable, hein, 2,2%, tout le monde comprend. Il y ait au moins 2,2% des terres agricoles qui n'aient pas été contaminées. On peut espérer. En tout cas, on peut travailler à tout ça, évidemment. Et donc, en fait, c'est possible. Il suffit d'avoir la volonté politique de le faire. Et puis après, il y a une dernière chose qui est insupportable. C'est que vous vous retrouvez avec des fonctionnaires qui ont une prime de vie chère, ce qui est logique vu ce que je racontais, mais tous les autres ne l'ont pas. Et donc, il faut impérativement à la fois créer des emplois, parce que vous avez un taux de chômage qui est endémique, alors qu'il y a énormément de grands chantiers à mettre en place. Je parlais de la rénovation des réseaux d'eau, je parlais de cultiver les terres agricoles dont on a besoin, je parlais de tout le travail de dépollution à mener, je parlais du système sanitaire et notamment des hôpitaux en Martinique ou en Guadeloupe, qui sont tellement avec moins de soignants qu'un professeur de Tours qui avait été aidé pendant les confinements avait parlé de maltraitance sanitaire lorsqu'il parlait des Antilles. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire, en fait, dans les Antilles. Donc, on pourrait créer des emplois, augmenter les salaires, faire en sorte que on baisse le prix, notamment de tous les produits essentiels, notamment en faisant en sorte que certains ne se gavent pas, et puis en travaillant l'autonomie. Parce que ce que nous avons vu avec le Covid peut très bien se reproduire avec un événement climatique extrême, et c'est la rupture des chaînes d'approvisionnement. Donc il faut travailler au maximum à l'autonomie alimentaire des territoires. Alors, la France insoumise a été accusée de flatter la fibre anti-vax des Guadeloupéens. Et vous persistez et signez puisque vous avez été en première ligne dans la bataille contre la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Déjà, j'aimerais que tu répondes à cette accusation parce que effectivement, une bonne partie de la population de la Guadeloupe et de la Martinique est défiante vis-à-vis de ce vaccin-là, pour tout un tas de raisons, notamment une défiance à l'égard de cet État qui est discriminant. Qu'est-ce que tu dis quand tu entends cette critique-là ? Non, mais je souris parce que ça, c'est notamment M. Véran qui nous fait des grands numéros dans l'hémicycle. Je souris parce que s'il croit vraiment qu'envoyer GIGN et le RAID aux gens
en leur disant que c'est eux les ennemis de la République, qu'ils vont convaincre les gens d'aller se faire vacciner, ils peuvent aller se mettre le doigt dans l'œil. Et non, nous n'avons pas flatté des instincts anti-vax des gens. Nous avons été discuter avec les gens. Et qu'est-ce que nous ont dit, notamment les soignants et les pompiers? Ils nous ont dit, nous, on aurait pu discuter de se faire vacciner. On aurait pu, on voulait y réfléchir, on voulait savoir, par exemple, avoir des études de transparence sur qu'est-ce que ça fait d'être contaminé dans son corps au chlordécone et d'avoir en même temps le vaccin, qu'est-ce que ça crée le Covid avec toutes ces comorbidités qui existent. On était prêt à en discuter. Mais à partir du moment où la seule réponse, c'est la répression, alors là, c'est fini en fait. À partir du moment où la réponse, c'est de nous suspendre sans nos salaires, c'est fini. Et il nous disait là-bas, si monsieur le ministre veut qu'on respecte la loi à ce point-là, qu'il commence par respecter la loi sur les taux de sucre dans les aliments, qui font qu'aujourd'hui, les Antilles vivent un fléau en termes de diabète, d'obésité, qui sont les premières causes de comorbidité, et on a une surmortalité aujourd'hui en Outre-mer. Qu'il commence par faire en sorte de respecter la loi sur la question de la dépollution au chlordécone, sur le droit à l'eau. En fait, ce gouvernement ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Et quand l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il faut convaincre plutôt que de contraindre, eh bien, il y a une raison à cela. Et la politique qui a été menée par ce gouvernement de chasse aux non-vaccinés, puisque maintenant, je crois qu'on ne peut pas dire autre chose avec le pass vaccinal notamment, cette politique-là accroît la défiance chez les gens. Accroît la défiance. Et on ne peut pas faire comme si il n'y avait pas un État qui avait menti pendant des années sur les effets du chlordécone sur les gens. Il faut vous rendre compte de quoi on parle. On parle de femmes qui vous racontent que leur fille n'aura jamais d'enfant parce qu'elle a des problèmes d'infertilité liés au chlordécone. On parle de gens qui ont des malformations cardiaques. On parle de gens qui ont des cancers. On parle de gens qui, dans leur chair, est inscrit la défiance dans la parole publique qui a été portée. Donc la portée de la manière dont le fait M. Véran et son gouvernement, c'est-à-dire en envoyant des forces de partout, ne convaincra personne. Donc nous voulons revenir à la raison. Nous voulons déjà une désescalade parce que nous sommes très inquiets pour le pays, mais particulièrement pour les Antilles. Lorsque des pompiers nous appellent à l'aide en nous disant « il y a des jeunes qui vont se suicider aux Antilles », moi ça m'inquiète. Lorsque il y a des pompiers qui vous racontent qu'un de leurs collègues s'est fait vacciner parce que sa femme lui a dit « soit au 1er janvier, tu perds ton travail et tu es suspendu, et du coup je te quitte, soit tu gardes ton boulot et tu te fais vacciner et je reste avec toi ». Vous croyez que c'est une bonne raison de se faire vacciner, d'avoir peur que sa femme et ses enfants le quittent parce que vous n'avez plus aucun revenu à la maison? Moi, je ne crois pas. Quand ils vous racontent des scènes, je vous raconte ça juste pour que vous compreniez, quand ils vous racontent des scènes où à 3 heures du matin, une femme de pompier les appelle pour leur dire « il faut absolument que vous veniez, là, mon mari est en train de péter un câble » et qu'ils le retrouvent en train de se taper la tête contre un mur et en voulant se suicider, je crois que là aussi, on n'est pas sur des politiques de santé. Donc, moi, je dis qu'il commence par rétablir le droit à l'eau, qu'il commence à respecter les taux de sucre, qu'il commence à respecter la dignité des gens, et après, on reparlera de tout ça. Et je vais vous dire, quand vous avez des systèmes de santé qui sont aussi mal en point, aussi à bout de souffle, dans lesquels on a aussi peu investi, eh bien oui, je crois qu'il est criminel, et je pèse ce mot-là, de se passer des soignants. Dernière chose très importante, comment voulez-vous que les gens comprennent que vous avez vu peut-être, là c'est leur nouveauté, comme il manque de soignants dans notre pays, on a décidé qu'un soignant vacciné, mais positif au Covid, avec un test positif, qui ne tousserait pas, qui ne serait pas enrhumé, pourrait aller travailler. Mais un soignant non vacciné, qui accepterait de se tester tous les 48 heures, ne pourrait pas aller travailler. Et lorsqu'ils disent qu'ils vont donner des ruptures conventionnelles aux soignants, ça veut dire qu'ils acceptent de se passer de gens qui sont formés dans des systèmes dans lesquels on a impérativement besoin d'eux. C'est inadmissible. Il y a effectivement quelque chose de bizarre dans tout cela. Alors, on va continuer en parlant de la fameuse bataille du pass vaccinal. C'est une bataille âpre dans laquelle tu as joué un rôle certain. On regarde un extrait d'une tirade qui a fait le buzz. Monsieur le Premier ministre, nous vous attendions hier, ce qui aurait peut-être évité, non pas par obstruction, puisqu'il y a seulement 750 amendements à ce texte et 97 amendements pour nous, mais par votre propre responsabilité d'ouvrir une crise parlementaire telle que celle-ci. Monsieur le Premier ministre, puisque vous êtes ici maintenant, excusez-vous
des propos qui ont été tenus par le président de la République. Excusez-vous des propos indignes qui ont été tenus dans une situation si grave dont vous vous prévalez tout le temps. Parce que hier, nous avions compris que, alors que nous pensions débattre de mesures sanitaires que nous trouvons mauvaises, mais peu importe, nous avons compris que nous ne sommes pas en train de débattre d'un texte avec des mesures sanitaires, mais d'une envie du président de la République d'emmerder une partie des Français. Nous avons compris que, non pas comme nous disions avant, qu'avec ce pass sanitaire ou ce pass vaccinal, vous étiez en train de créer deux catégories de citoyens, comme le pointe notamment la défenseure des droits, avec l'idée d'une partie de la population qui contrôle l'autre partie de la population, mais que vous étiez en train de créer une classe de citoyens, les vaccinés, et que tous les autres, les non-vaccinés, les sans schéma vaccinal complet, tous les autres étaient en déchéance de citoyenneté. Excusez-vous pour ces propos absolument indignes du président de la République qui ont été tenus. Excusez-vous parce que pendant ce quinquennat, vous avez déjà qualifié les Français de riens, de feignants, de Gaulois réfractaires, de ceux qui coûtent un pognon de dingue, de ceux qui doivent traverser la rue pour trouver un emploi, d'illettrés, de ceux qui doivent trouver un emploi pour se payer un costard, et j'en passe. Monsieur le Premier ministre, c'est facile pour le président de la République qui, en 5e République, est irresponsable par nature. C'est facile d'insulter les Français depuis une tour d'argent de l'Élysée sans qu'on puisse venir le chercher. Mais maintenant que vous êtes là, alors que vous avez vous-même dit hier aux questions au gouvernement qu'il fallait revenir sur une sérénité du débat, alors que Emmanuel Macron disait « l'apaisement doit toujours primer sur l'affrontement », excusez-vous parce que vous êtes en train d'aggraver une crise très grave dans notre pays. Et je croyais que le président de la République avait compris qu'il devait arrêter de blesser des gens. Apparemment, il ne l'a pas fait. Alors, petite anecdote un peu légère, Mathilde, le rappeur Booba, qui est un peu révèche, en fait, c'est un peu celui qui tape sur tout le monde. Il admire ton travail politique et il a partagé cette tirade, comme beaucoup de vidéos qui viennent de toi. Alors, est-ce qu'on peut attendre un single, un featuring en préparation entre Booba et Mathilde? Je sais pas, faut lui demander. Mais non, mais moi, je trouve ça important. Booba, il avait déjà partagé une fois sur les questions de sécurité globale. Moi, je trouve ça important que des artistes populaires, parce que Booba, c'est un artiste très populaire, je trouve ça important aussi qu'il y ait une implication politique sur des sujets qui sont des sujets de liberté fondamentale, des sujets de droits fondamentaux. Donc moi, je trouve ça bien. Voilà, ça m'a fait plaisir. En tout cas, il a beaucoup de cibles, mais tu n'en fais pas partie. Alors, pour revenir aux choses les plus sérieuses, où en est la bataille du pass vaccinal? Le projet de loi a été assemblé. A été adopté à l'Assemblée nationale, adopté au Sénat avec des modifications, mais la nuit dernière, patatras, tout a encore volé en éclats au point où finalement tu as quitté l'hémicycle à 3 heures pour arriver ici 4 heures après. Alors en fait, pour que tout le monde comprenne bien, donc un texte, ça passe d'abord à l'Assemblée, ensuite ça fait ce qu'on appelle la navette avec le Sénat. Donc là, on a fait les 2 premières lectures, un premier vote à l'Assemblée, un premier vote au Sénat. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. La commission mixte paritaire, c'est des sénateurs, des députés ensemble qui décident est-ce qu'ils trouvent un accord pour qu'il y ait une lecture définitive. Il n'y a pas eu d'accord. Pourquoi ? Parce que un sénateur LR aurait fait un tweet en disant que le Sénat avait gagné des petites avancées, ce qui n'a pas plu à la Macronie. Bon, enfin, ils sont en train de faire, c'est vraiment la cour de récréation en ce moment. Donc, la commission mixte paritaire qui s'était réunie pendant plus de 4 heures a échoué. Donc, on repart sur une 2e lecture Assemblée, 2e lecture Sénat, puis ensuite lecture définitive à l'Assemblée. Hier, on était en commission. Donc, on a fait l'examen du texte jusqu'à, à peu près 2h30 du matin. On a fait l'examen du texte en commission. Aujourd'hui, ça va être à 15h, ça va être en séance, en hémicycle. Demain, ça retourne au Sénat et probablement dimanche, ils vont nous faire voter la dernière version du pass vaccinal. À moins qu'un député LR tweet. Ah, peut-être. Si, ça, tout peut déraper à tout moment. Non, mais on est en train de vivre quelque chose qui est quand même assez incroyable. Enfin, la première lecture à l'Assemblée, le premier soir, ils ont essayé de nous faire continuer jusqu'à... Enfin, je dis 5 ou 7 heures du matin, mais vu qu'on a continué 2 jours après, je pense que ça aurait été peut-être 10 heures, 11 heures du matin. Donc, de nous faire toute la nuit en train de débattre du pass vaccinal
sans le regard des citoyens, parce que les citoyens, du coup, ne regardent pas à 4h30 du matin ce qui se passe dans les débats. Il y en a qui regardent la NBA et qui sont habitués à ne pas dormir la nuit. Parfois, mais tout le monde comprend en tout cas que lorsque vous faites de 9h du matin jusqu'à 10h le lendemain en y passant toute la nuit, à la fin, vous bâclez les amendements parce qu'on vous dit, tout le monde vous dit « Ah bah non, tu vas quand même pas défendre ton amendement. Ah bah non, on répond rapidement. Allez, rapidement. » Bon, on bâcle des débats sur des choses qui sont quand même fondamentales dans notre pays. Bon, ensuite, le deuxième jour, c'est là que l'interview d'Emmanuel Macron surgit dans le paysage. Alors, on ne sait pas. Aurore Berger dit que c'est parce qu'il pensait que ça allait déjà être voté. Enfin bon, voilà. Puis ensuite, il assume. Parce qu'il y aura pas de il nous dit qu'il a envie d'emmerder les Français non vaccinés. Envie, c'est très, très envie, même, il dit. Et puis, il invente cette déchéance de citoyenneté, là, avec les personnes non vaccinées qui ne seraient plus des citoyens, non vaccinés ou sans schéma vaccinal complet. Et ensuite, on attend le Premier ministre prendre des plombes. Finalement, il vient le mercredi. Enfin, la première lecture, ça a été quand même bien agité. Donc nous, on ne laissera pas passer comme ça, pour plein de raisons. D'abord parce qu'on est en train d'installer une ambiance quand même très très grave dans notre pays. Je ne parle même pas juste des choses qui sont dans le texte, mais peut-être avez-vous entendu. Là, alors les débats, c'est faut-il soigner ou non les non-vaccinés, ce qui est quand même absolument incroyable et indigne pour notre pays. Là, j'ai vu que M. Ciotti se sentait d'un coup canadien ou québécois et demandait à ce qu'on enlève les indemnités chômage aux non-vaccinés. Enfin, je veux dire, on commence à aller très très loin, en fait, dans même le fait que ces questions soient dans le débat politique est pour moi un problème et un signe qu'on est quand même rentré dans une ère qui est extrêmement grave du point de vue des droits des personnes et des libertés fondamentales. Et puis on va se battre contre ce texte parce que ce texte n'a rien de sanitaire. Il n'a rien de sanitaire. Il n'est fait que pour dresser les Français, pour finalement faire deux catégories de citoyens et pour faire que M. Macron puisse se draper dans le fait qu'il soit lui le porte-parole des vaccinés, lui le porte-parole du progrès et de la science, tandis que tous les autres qui seraient contre leur politique, quel que soit ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, quel que soit ce que dit la Défenseure des droits ou quel que soit ce que dit la CNIL, seraient finalement des obscurantistes gauchistes et cervelés qui veulent que les gens meurent, parce qu'en fait, ils nous disent ça directement. Vous vous rendez compte? Ils nous mettent les morts des gens à chaque fois sur la conscience. Par contre, le fait qu'ils ne fassent rien sur l'hôpital public et qu'ils aient même fermé 5700 lits en 2020, il n'y a rien. La manifestation d'hier, dont on va sûrement reparler, de l'enseignement, le fait qu'ils aient supprimé 7900 postes dans l'enseignement, ce qui correspond, pour que tout le monde comprenne, hein, c'est comme si dans notre pays, on supprimait 175 collèges d'un coup. C'est ça à peu près qu'a fait le bilan de Macron dans l'enseignement. Donc il n'y ait plus de professeurs remplaçants, toujours pas de purificateur d'air, toujours pas de masque FFP2, toujours pas de levée des brevets qui fait que la pandémie va continuer, et l'Organisation mondiale de la santé l'a dit, tant qu'on ne donne pas la possibilité à la population du monde entier d'avoir accès aux vaccins et qu'on arrête que Pfizer, BioNTech et Moderna gagnent $1000 par seconde, excusez-nous du peu. Bon, enfin, voilà, c'est une stratégie d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne fonctionne que en désignant des ennemis de la République. Alors, d'abord, ses ennemis, ça a été les pauvres. Ensuite, ses ennemis, donc il leur a enlevé 5 € d'appel. Ensuite, ça a été les chômeurs. Ensuite, ça a été, vous comprenez, ceux qui partent à la retraite plus tôt parce qu'ils ont des régimes spéciaux. Ensuite, jusqu'à que Emmanuel Macron se soit mis le peuple tout entier contre lui. Donc, c'est une stratégie d'Emmanuel Macron. Donc, nous, on va répondre pied à pied dans cet examen qui aura lieu donc aujourd'hui et puis dimanche à l'Assemblée. Si finalement la majorité sénatoriale LR et la majorité macroniste à l'Assemblée nationale se mettent d'accord, est-ce que la bataille du pass sanitaire sera définitivement terminée? Est-ce qu'il y aura un 3e tour ou un 4e tour devant le Conseil constitutionnel ou devant des institutions comme le Conseil d'État? Alors nous, on travaille d'arrache-pied. On devrait quand même, c'est Hugo Bernalicis qui fait ça pour nous et je vous assure qu'il est acharné quand il veut quelque chose. On devrait avoir un recours au Conseil constitutionnel qui est un peu digne de ce nom, parce que les Républicains vont en déposer un aussi, mais ça sera sur des sujets, on va dire, à minima. Or, nous considérons que lorsqu'on arrive dans un moment où on remplace la République sociale par la République du QR code, où quand même tout le monde va pouvoir regarder vos papiers d'identité, ce qui est quand même assez incroyable, avec un contrôle d'une partie de la population sur une autre, on glisse dans quelque chose qui est très dangereux pour notre état de droit. Donc nous, on va essayer d'en faire un plus costaud. On est en train de convaincre les uns et les autres. Voilà, on fait ce travail de conviction. Donc oui, il y aura une saisine au Conseil constitutionnel.
Et bon, évidemment, pour les assemblées elles-mêmes, pour le vote du texte, si LR et LREM se mettent d'accord, ils ont la majorité absolue entre le Sénat et l'Assemblée. Donc évidemment que ça passera dans les faits. Mais on bataillera sur le Conseil constitutionnel. Et puis nous l'avons dit officiellement, si en avril, c'est nous qui prenons la tête du pays, nous supprimerons tous ces passes sanitaires et vaccinales qui n'ont rien de sanitaire et qui créent des choses qui sont très graves dans notre pays. Un petit chiffre quand même que je trouve extrêmement frappant et qui est juste sur un hôpital, mais corroboré un peu dans toutes les parties du pays. L'hôpital Robert Debré alertait sur le fait qu'entre fin 2019 et fin 2020, il y avait une augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes de moins de 15 ans de plus de 299%. Il faut retrouver le goût de la liberté, il faut retrouver la démocratie sanitaire. On va en tout cas faire tout ce qu'on peut pour se battre sur ces questions-là. Alors, tu étais dans la rue hier avec les profs et les parents d'élèves contre ce qu'on pourrait appeler la gouvernance Blanquer. Qu'est-ce que tu en tires comme leçon? Est-ce que Jean-Michel Blanquer doit démissionner comme le réclame le Parti socialiste? Oh bah pas que le Parti socialiste, tous les manifestants le chantaient, nous l'avons aussi chanté. Alors d'abord hier c'était historique. Historique par le nombre et la force de la mobilisation, où contrairement à ce que disait Blanquer, on ne fait pas grève contre un virus. Non, c'était bien écrit sur toutes les pancartes que les gens trimballaient de partout avec plein d'inventivité. C'était bien écrit, non, on ne fait pas grève contre un virus, on fait grève contre Blanquer et sa politique. Et c'était historique parce que, le premier syndicat parle dans le premier degré de 75% de grève. C'est énorme, mais énorme. On n'a pas vu ça depuis 20 ans, je pense. Avec en plus des signaux qui sont intéressants. Quand vous avez les directions et les directions d'école qui commencent à se mettre en grève, quand vous avez des inspecteurs de l'éducation nationale qui commencent à se mettre en grève, c'est que quand même le mouvement est très 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 profond, plus évidemment les parents d'élèves qui étaient là et les fédérations de parents d'élèves qui étaient là aussi dans cette manifestation. Donc historique par son nombre et moi, j'ai halluciné hier quand j'ai vu que Jean-Michel Blanquer a dit que sur les masques FFP2, il avait compris les tenants et les aboutissements. Faut quand même voir le rapport de force qu'il faut faire pour juste qu'ils comprennent que les professeurs demandent à ce que, 1, on les respecte, qu'on arrête de les mépriser, et 2, à ce qu'on les protège. On se retrouve 2 ans avec la pandémie, toujours sans purificateur d'air, et maintenant ils mettent la faute sur les collectivités, toujours sans masque FFP2. Vous avez, par exemple, des AESH, celles qui accompagnent les enfants en situation de handicap, qui sont payées 800 € par mois. Ah oui, ça c'est vraiment... C'est vraiment, mais terrifiant. Quand on connaît leur travail, Des enfants en situation de handicap, dans le pays, le 5e pays le plus riche au monde, qui sont déscolarisés parce qu'il n'y a pas assez d'AESH. Des AESH qu'on mutualise. Alors on vous raconte qu'un enfant en situation de handicap, aujourd'hui, en 2 ans de scolarité, il peut avoir jusqu'à 10 AESH différentes parce qu'il faut mutualiser. Alors vous comprenez, il faut mutualiser parce qu'on n'arrive pas à recruter. Bah oui, qui accepterait de travailler pour 800 € par mois? Vous vous rendez compte à quel point ces femmes, elles aiment leur métier pour accepter des conditions comme ça? Elles ont toutes 2 emplois. Hein. Elles sont obligées. Bon, les AESH, elles achètent avec leurs 800 € par mois leurs masques elles-mêmes. Et pourquoi cette colère, elle est aussi forte dans l'éducation nationale? Elle est aussi forte parce que entre le début des vacances de fin d'année et la rentrée, ils ont changé 4 fois de protocole sanitaire. Et le protocole sanitaire, les professeurs l'ont appris la veille dans un article payant d'un journal, sans en avoir été informés au préalable. Donc en fait, ça suffit et tout ça se met sur évidemment des situations de dizaines d'années où on a supprimé des postes dans l'éducation. Donc c'est comme ça qu'on n'arrive plus à remplacer les profs, c'est comme ça qu'on n'a pas assez d'AESH et qu'on ne les paye pas dignement, etc. Avec un gel du point d'indice qui a été gelé depuis plus de 20 ans, avec des classes qui sont surchargées, avec des inégalités entre les territoires et donc des enfants quand vous êtes en quartier populaire, que ça soit dans le 93, dans le 91, à Grigny ou autre, qui n'ont pas les mêmes conditions d'éducation qu'à Paris. Peut-être connaissez-vous ce chiffre, mais l'établissement avec le plus d'argent de Seine-Saint-Denis a toujours moins d'argent que l'établissement le plus pauvre de Paris. Donc cette colère, elle est justifiée. Évidemment, Blanquer doit démissionner, et il est d'un mépris absolument incroyable. Je pense que c'est le ministre le plus détesté de la Macronie. Et il faut changer radicalement la manière dont on fait. Et
Et c'est le personnel éducatif lui-même qui sait le mieux comment se protéger. Alors, je voudrais qu'on parle aussi un peu de la niche parlementaire LFI, la dernière de cette législature. On sera obligé de bâcler parce qu'en fait, on va faire que les gens arrivent en retard au travail puisqu'ils nous regardent avant d'aller au travail. Alors, d'abord, c'est quoi une niche parlementaire ? Alors, la niche parlementaire, c'est le seul jour dans l'année où on a le droit de décider de l'ordre du jour, donc de proposer nos propres textes. Peut-être que tu veux que je te dise quel texte on a mis ? Ah non, mais je sais et on va en parler. En tout cas, déjà, il y a une proposition de loi qui a été adoptée et c'est historique parce que ce n'est pas politique, mais enfin, ça l'est quand même et ça change la vie. C'est la reconnaissance de l'endométriose comme une affection de longue durée. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'enjeu de cette reconnaissance ? Oui, alors pour nous, c'était très important. Alors l'endométriose, c'est une maladie chronique qu'ont 10% des femmes dans notre pays. Bon, pour expliquer très concrètement à celles et ceux qui ne connaîtraient pas, enfin celles à mon avis elles connaissent mieux, mais ceux peut-être qui ne connaissent pas, l'endométriose, donc c'est des douleurs extrêmement aiguës lors des règles qui parfois laissent les femmes complètement pliées en deux, leur pourrit la vie, les empêche parfois d'aller travailler, les met dans des situations de souffrance absolue où tout le corps devient souffrance. Donc on dit que ça touche entre 2,5 millions et 4,2 millions de femmes, on ne sait pas exactement. Il y en a beaucoup qui ne sont pas diagnostiquées. Donc 10% des femmes, dont un tiers au moins, auraient des formes graves dont on est en train de parler. Aujourd'hui, l'endométriose n'est pas reconnue comme une maladie longue durée. Qu'est-ce que ça permet d'être reconnue comme une affection longue durée par l'assurance maladie, la sécurité sociale ? Ça permet que vos soins soient pris en charge à 100%, ça permet d'enlever les jours de carence, ça permet donc d'avoir des arrêts maladie, etc. Donc ça change radicalement la vie de ces femmes qui sont affectées, qui sont par cette maladie. Pour nous, c'est une très belle victoire d'avoir réussi à ce que l'Assemblée, dans l'unanimité, vote cette résolution. Par contre, et ça j'alerte dessus, les associations sont déjà en train de faire tourner une tribune que nous allons signer au gouvernement. Parce que si l'Assemblée a voté à l'unanimité, il y en a un qui ne s'est pas montré extrêmement brillant par son unanimité, c'est le ministre Véran, dont on a su après qu'il était positif au Covid, c'était juste avant qu'il soit positif au Covid. Le ministre Véran nous dit « Moi, je ne suis pas favorable à l'affection longue durée parce que ça ne serait pas la bonne solution. Toutes les associations ne sont pas d'accord avec ça. » C'est faux. Nous avons auditionné les associations. C'est faux. Et donc, en fait, finalement, on aurait une résolution où le gouvernement dirait « Oui, regardez, nous faisons un plan sur l'endométriose qu'ils ont annoncé juste 2 jours avant notre niche. Comme par hasard, on avait annoncé ce texte en novembre. » Donc, il va falloir être attentif maintenant à ce que le gouvernement suive les actes qu'a posé l'Assemblée nationale. Mais il n'empêche qu'avoir posé cet acte avec unanimité donne un rapport de force extrêmement fort pour qu'on puisse avoir ces actes rapidement et changer la vie de ces femmes rapidement. Donc, on est vraiment très heureux de cette victoire historique. Alors, il y a une autre proposition de loi qui a été adoptée. Je pense qu'elle concerne la réhabilitation des fusillés, pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. Mais il y en a d'autres. Alors, je vais les lire. Il est difficile d'imaginer qu'elles seront adoptées quand on connaît les équilibres politiques à l'Assemblée. J'en cite quand même quelques-unes. Restaurer l'état de droit par l'abrogation des régimes d'exception créés par la crise sanitaire, c'est-à-dire pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire le pass vaccinal, le pass sanitaire. Que la France sorte de l'OTAN. Nationaliser les concessions, les sociétés concessionnaires d'autoroutes, instaurer un droit de révocation des élus, instaurer un blocage des prix, interdire l'utilisation du glyphosate et instaurer la légalisation du cannabis. Bon, ça passera pas. Alors non, elles ont toutes été refusées hier en hémicycle, les autres. Bon, mais elles ont été refusées, mais les idées, elles avancent. Les idées, elles avancent déjà parce que dans nos propositions de loi, à chaque fois, nous faisons des sondages et on voit que l'idée de légalisation du cannabis, la question de nationaliser les concessionnaires d'autoroutes, dont tout le monde comprend que c'est un scandale d'État absolument incroyable d'avoir bradé les autoroutes pour faire des milliards de cadeaux aux multinationales, notamment à Vinci. Toutes ces propositions de loi sont très majoritaires dans notre société aujourd'hui. Et on voit que dans ces propositions de loi, on a réussi à faire en sorte, la légalisation du cannabis évidemment, mais même sur d'autres, qu'on ait
des votes qui transcendent parfois les partis politiques. Et ça permet de continuer à faire avancer des idées. La suppression du glyphosate, c'est parce qu'il faut absolument désempoisonner le monde. Alors ils pourront nous dire tant qu'ils veulent. Emmanuel Macron avait fait un tweet pour dire dans 3 ans ça sera interdit. Bon, on est 5 ans après, c'est toujours pas interdit. On continue toutes et tous à être empoisonnés au glyphosate. Donc tout ça nous permet de montrer aussi les ruptures dont on a besoin. Et puis surtout, c'est des propositions de loi qui sont prêtes immédiatement lorsque nous aurons, je l'espère, gagné cette élection présidentielle. Bah oui, parce que la présidentielle, c'est l'horizon, disons, des prochains mois. Merci beaucoup, Mathilde Panot, d'être venue en direct aux médias, malgré la fatigue, malgré l'absence de sommeil liée à l'agenda parlementaire et à la manière de la faute de Macron, dont il est mis en œuvre. Donc voilà, le média est un média indépendant qui ne vit que des dons de ceux qu'il aime et des cotisations de ses sociaux. Alors voilà, si vous nous aimez, faites le geste et on se retrouve très rapidement. Merci.